fonctionne. Donc bonsoir à tous avec le micro. Je m'appelle Sylvie Fagnard et la médiathèque Boris Vian m'a demandé d'animer ce débat consacré aux fake news auquel vous êtes conviés ce soir avec 4 intervenants de qualité qui vont nous délivrer leurs avis et conseils et réflexions sur ce phénomène pas si nouveau, comme nous allons le dire probablement, des fake news. Mais pour commencer cette soirée, je voulais qu'on se plonge dans le sujet avec peut-être la personne qui personnifie le plus ce phénomène des fake news, et je pense que vous voyez de qui on parle. Go ahead. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. Le président des États-Unis s'adresse là aux représentants de CNN, aux journalistes de la chaîne CNN. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Trump, qui a donc traité le journaliste de CNN, enfin traité CNN en disant votre organisation est terrible, you are fake news. Donc je voulais entamer cette soirée avec cette petite vidéo qui est un peu condensée de ce qu'on appelle, enfin pas de ce qu'on appelle les fake news, mais de ce phénomène des fake news, de deux façons. D'abord parce que Trump lui-même passe son temps à dénoncer les fausses informations, les intox qui seraient délivrées par des journalistes et qui le concerneraient. La semaine dernière, il a même remis des awards des fake news, et c'est CNN de nouveau qui a remporté le plus d'awards. Et par ailleurs, si on se place de l'autre côté du miroir, Trump est lui-même un producteur acharné de fake news. À l'occasion de ces awards donnés la semaine dernière, le Washington Post a fait le compte, et depuis qu'il est élu président, il a prononcé 2000 assertions fausses. Donc c'est pas mal en un an. Voilà pour l'intro, qui va peut-être nous permettre de définir les fake news. Et je voulais tout de suite passer la parole à nos intervenants pour dire d'un mot, après avoir décliné sa qualité, peut-être que ça permettra de comprendre les définitions de chacun des fake news, votre définition des fake news. Qui veut se lancer? Sébastien. Comment ça marche? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. En amont, je dirais intox. Pour moi, c'est l'intox. En fait, on crée de l'information pour des fins tactiques, politiques, activistes. Enfin, voilà. Intox. Est-ce que d'un mot, vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je suis expert en sécurité informatique, et je m'intéresse plus à la manière dont les fake news sont créées, comment on va les distribuer sur les réseaux, et en fait, comment la distribution de ces fake news finalement est exactement la même que aujourd'hui les différentes attaques informatiques qu'on entend parler à droite à gauche. Ouais. Et à terme, ce que j'expliquais, c'est que les deux mondes vont se superposer. Aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents, et je pense qu'à terme, ces deux mondes se superposeront. Pour moi, je suis d'accord avec Sébastien, la fake news a un Est-ce que vous problème. pouvez vous présenter, Sébastien? Sébastien. Alors, moi, je suis Sébastien Lugographie. Je pense que certaines personnes ici connaissent un peu Lugographie. Donc, il y a 2 personnes dans la salle, c'est bien. Ça fait 3 avec un moment. 4, 5. Ah, waouh, ça y est, on peut lancer. On va faire un club de bientôt. Et donc, oui, pour en revenir à la fake news, elle a un volet donc d'intox, mais elle a un volet malsain et de propagande.
et qui est très dangereuse. C'est-à-dire que, par exemple, la fake news va être retweetée, je sais pas moi, 12 000 fois, mais on appelle ça les codex ou la vérification de la news, elle va être retweetée que, je sais pas moi, 100 fois. Et le temps que la vérification en ligne, ben, la fausse information, la fake news, elle a le temps de faire 3 fois le tour du monde. Et c'est ça qui est un vrai problème. Et l'exemple de l'élection américaine a montré que la fake news, c'était pas juste de l'indox de news en elle-même, mais ça allait à la création de comptes Twitter qui se faisaient passer comme démocrates, mais qui n'étaient pas du tout, qui étaient en fait manipulés par Moscou, des groupes Facebook, Black Lives Matter, qui étaient en fait pilotés par Moscou dans le but de diviser encore plus les États-Unis. Enfin, ils ont Facebook et le FBI ont identifié des centaines de comptes qui ont stoppé leur diffusion le lendemain de l'élection américaine, et ils ont découvert qu'ils ont commencé à diffuser d'un coup. Avant, c'était des groupes très lambda, je sais pas moi, l'association de chasse texan et tout, et d'un coup, quelqu'un a récupéré les clés des comptes, a modifié leur structure et a commencé à balancer. Et alors parfois, oui, ça diffusait des informations, par exemple pro-Sanders, pour justement diviser la base électorale entre Clinton et Sanders. C'est-à-dire vraiment cliver l'électorat américain. Et il diffusait des informations Black Lives Matter pour vraiment faire peur, en fait, aux Texans ou à la frange conservatrice. C'est-à-dire que ces faux comptes diffusaient des informations très violentes, et tout. Ce qui fait que quand ces informations étaient lues par les gens conservateurs, ils prenaient peur et ils n'allaient pas du tout voter pour les progressistes. Une manipulation avec des coups de billard à 3 bandes. Voilà, au moins. Et nous, le Gorafi, nous, on reste de la satire. C'est-à-dire que c'est de la news qui va être fausse, mais c'est pas de la fake news ou de la fausse information, où j'ai vu aussi parfois de infotainment, où les gens essaient de trouver constamment des nouveaux mots pour qualifier ce qu'on faisait. Et je leur dis, mais on fait de la satire. La satire, c'est un joli mot. Ça existe depuis des centaines d'années dans la littérature française. C'est un style littéraire français qui existe depuis probablement le XVIe siècle, voire même avant. Il faut pas l'abîmer, il faut le conserver. Et je dis souvent, nous, on fait de la satire. Mais il y a une certaine culture française qui fait on a plus envie de qualifier ça de fausses nouvelles, de fausses informations. Et comme si la satire était un genre très méconnu ou pas respecté. On y reviendra après sur cette spécificité du Gorafi. Élodie, Karine, Élodie. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Élodie Métier, je suis enseignante professeure d'histoire-géographie, mais actuellement je m'occupe d'une mission en rectorat pour les 3 départements de l'académie qui est dédiée à l'éducation média à l'information. Alors, fake news, d'abord, c'est un terme qu'on pourrait peut-être essayer de traduire en langue française par peut-être fausse information. Alors, si on s'arrête à ces définitions-là, c'est aussi un périmètre très ancien, parce que ça peut être intentionnel, hein, mais ça peut être aussi le fruit d'une négligence, d'une erreur. C'est vrai que là, amplifié par le numérique, par les réseaux sociaux particulièrement, et contextualisé à des périodes électorales, hein, il y a de véritables enjeux et où l'opinion publique peut être une cible. Il est clair qu'il y a beaucoup d'intentions derrière, et heureusement certains travaillent, observent le fonctionnement des réseaux, l'activité sur les réseaux, et arrivent à faire la démonstration qu'effectivement derrière il y a des acteurs, des intentions, et qui se mobilisent massivement. Il faut qu'on apprenne aussi à vivre avec ça, parce que je pense que ça nous a sauté particulièrement à la figure. Donc apprendre à vivre avec ça, c'est aussi apprendre à s'informer et à faire le tri. Et bon, ça nous saute à la figure aussi parce qu'on a une prise de conscience là qui s'opère. C'est un vrai enjeu de démocratie auquel on doit faire face. Et l'éducation, je crois, a bien compris ça. On y reviendra aussi tout à l'heure. Pour finir ce premier tour de table, Karine, c'est difficile, vous arrivez la dernière donc pour donner votre définition des fake news, et puis vous êtes aussi
journaliste et donc la représentante de ces médias que Donald Trump aux États-Unis qualifie de producteurs de fake news. Alors je ne vous demande pas d'entrer dans une défense de la profession, mais peut-être commencer. Vous avez pas l'intention de faire, mais donnez votre définition. Disons que ce qui émerge avec le phénomène des Facebook, on l'a vu, c'est la viralité en fait. C'est que le fait des réseaux sociaux sont là. Il y a encore 15 ans, ces informations-là, fabriquées, elles existaient déjà. Simplement, il y avait le filtre qui était les médias traditionnels qui choisissaient ou pas de donner une information fausse, une intox. Ça pouvait arriver, mais il y avait surtout ce filtre-là. Aujourd'hui, il n'y a plus ce filtre, parce que du coup, ça se répand. Avec le numérique, et c'est ce qui change principalement. Et du coup, les médias se retrouvent dans une situation où effectivement, ils doivent justifier, ils doivent argumenter, ils doivent décoder, ils doivent remonter à la source de l'information. Et voilà, et ça arrive toujours trop tard, et c'est toujours démesuré, parce qu'en fait, on est aussi, en tant qu'utilisateur aussi d'Internet et des réseaux sociaux, dans une forme de passivité par rapport à ça. Et qu'on est peut-être aussi les premiers à répondre ça, des fois sans en rendre compte. Donc du coup, il y a ce phénomène en fait qui émerge avec les fake news et qui est aussi avec une défiance envers les médias, qui n'est pas forcément volontaire, mais qui de fait s'installe aussi. Et c'est vrai que cette défiance envers les médias fait que certaines personnes se tournent vers d'autres sources d'information qui sont parmi les premiers producteurs. Enfin, c'est certaines sources propageant des fake news. Est-ce que, première question à vous tous, est-ce que ce que Karine vient de dire en disant nous devons aussi nous interroger, nous tous consommateurs d'informations d'informations en général, d'informations piochées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup on va chercher l'information ou est-ce qu'elle vient à nous aussi? C'est ça. Et c'est deux démarches différentes en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait beaucoup en fait l'information au quotidien, c'est les réseaux sociaux, c'est sa propre timeline Facebook, etc. C'est pas forcément un acte d'achat d'un journal ou d'écouter. Enfin, il y a ça aussi, mais du coup ça change aussi le rapport qu'on a en tant que citoyen. Alors, deux questions peut-être à l'Assemblée, justement. Est-ce que vous pensez être dans cette démarche active de recherche d'information ou plutôt passive? Et puis, est-ce que vous vous interrogez sur un éventuel rôle de propagateur de fausses nouvelles sur Internet? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet et parler de son expérience. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, je reviens un petit peu et je partage ce qui vient d'être dit justement sur le sujet. Alors, je dirais, premièrement, un peu dans le sens de Sébastien Larreyé, dans un premier temps, parce que ça me fait penser avec les problématiques de sécurité, parce que ça me rappelle ce qu'on a vécu il y a quelques années avec les hoax, justement, toutes ces fausses informations qu'on recevait par mail, qu'on nous demandait de partager abondamment, dans un seul but, en fait, c'était d'attaquer le réseau, provoquer des chutes d'accès et faire tomber un certain nombre de serveurs pour justement couper les accès à l'information. Donc, voilà, je trouve ça. Et après, je suis aussi entièrement d'accord. Moi, j'ai un compte Facebook, un compte Twitter que je consulte très régulièrement. Par contre, sur lesquels je publie très peu. Et je vois très bien la proportion de fausses informations qui sont divulguées, auxquelles mon premier réflexe est plutôt d'aller vérifier sur des journaux reconnus, Le Monde, l'ID et tout, pour voir comment est perçue cette information et à quel point elle est vraie ou à quel point elle est fausse. Et je pense que justement, derrière, il y a aussi toute une éducation à faire pour apprendre à faire la part des choses et essayer de se renseigner et de voir un petit peu de quoi il s'agit vraiment. Et c'est vrai que maintenant, je me souviens à l'époque des hoax, il y avait un certain nombre de sites qui permettaient de vérifier si c'était... Hoaxbuster, notamment, qui existe toujours. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant, par le système de mail, ça c'est un petit peu beaucoup amoindri, puisque les principales attaques sont sur les réseaux sociaux, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Moi, je dirais, non, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce que vous disiez.
que l'information, on va la chercher ou est-ce qu'elle vient à nous? Alors, Donc moi, j'ai aussi un compte Twitter et Facebook dans le cadre d'une association que je gère. Et en fait, les informations viennent à moi sans que je le demande. Donc c'est des gens qui sont connectés avec moi ou qui ne sont pas forcément connectés avec moi et l'information arrive, voilà ce qui se passe. Et donc ça vient choisi par l'algorithme du réseau social en question. Absolument. Donc, ça vient plus à moi. Et concernant la source, c'est vrai que je regarde d'où vient cette information. Souvent, c'est un encadré avec une image et du texte. Donc, je vais voir la source, mais je ne vais pas plus loin. Voilà, je ne vais pas à l'information. Concernant les réseaux sociaux, c'est pas moi qui vais sur les réseaux sociaux pour avoir de l'information. Voilà, c'est l'information qui vient à moi. Et ce phénomène que Karine décrivait. Oui, Sébastien. Oui, je voulais juste revenir sur... vous avez utilisé le terme d'algorithme qui fait remonter l'information. C'est partiellement vrai et partiellement faux. C'est partiellement vrai pour les contenus sponsorisés, ce qui s'est passé dans le cas de la campagne américaine. C'est partiellement faux. Expliquez peut-être ce que c'est le contenu sponsorisé, à quoi ça... Le contenu sponsorisé, en fait, c'est vous allez payer la plateforme du réseau social, donc Facebook, Twitter, Instagram, enfin, tous les réseaux, ces réseaux-là, pour que... oui, c'est leur modèle économique, tout à fait. Google aussi, avec les AdWords et ce genre de choses. Pour que, en fait, même si ce contenu, normalement, ne devrait pas arriver dans vos statuts, dans votre timeline, va arriver parce qu'en fait, on peut très finement, en fait, cibler à qui on va envoyer ce contenu-là. Donc, quand on est producteur de contenu, disons une marque, par exemple, qui veut faire une campagne de pub, peut acheter... Vont acheter le fait que ce contenu apparaisse, même si vous n'avez pas voulu vous accéder à ce contenu. Et moi, ça c'est l'algorithme. Ça c'est l'algorithme. Voilà, c'est du ciblage. C'est comme s'il y avait tous les jours dans votre boîte aux lettres, on vous met toujours la même pub et vous la voyez, quoi. Ça c'est le ciblage. Et moi, plutôt ce que j'observe, c'est plutôt les gens justement auxquels je suis connecté, les gens réels, les gens que je connais, qui ont tendance à remonter cette information-là, à remonter la fausse information. Et en fait, c'est parce que c'est des gens que je connais que malheureusement cette information, à une certaine égard, peut devenir crédible. Parce que si c'est je prends un cas particulier, mais si c'est un journal d'extrême droite, par exemple, je ne vais pas me poser les mêmes questions que si c'est quelqu'un que je connais bien. Et des fois, les gens partagent ces informations-là sans vraiment... sans les lire, ouais, déjà juste ils s'en tiennent juste au titre. Et, je pense que Sébastien pourra nous parler de ce phénomène du titre accrocheur. Et juste au titre ou de bonne foi, en pensant qu'ils tiennent un scoop et que justement les journalistes n'ont pas vu, il faut diffuser l'information. Il y a aussi cette défiance des journalistes par rapport justement, est-ce qu'ils donnent aussi la bonne information? On a fait, je vais tout de suite vous donner la parole Sébastien, il y a déjà dans ce premier tour d'horizon, il y a plusieurs mots qui sont revenus, au-delà de fake news, et Elodie disait, on peut peut-être utiliser des mots en français pour qualifier ce phénomène, et il y en a plusieurs qui ont été cités parmi vous, pas toujours français, hoax par exemple, ou intox, désinformation, malinformation. Et je vous renvoie vers cet article publié sur libération.fr. C'est un service qu'a développé depuis quelques mois le journal Libération, la rédaction de Libération, qui s'appelle Check News, et qu'ils ont appelé le moteur de recherche humain. Et donc le principe, c'est qu'on peut poster une question voilà, en remplissant cet espace, et les journalistes de ce service répondent, enfin font une enquête pour répondre à la question, des questions les plus anodines à des questions plus graves. Et donc on a posé la question, enfin un internaute a posé la question à Check News pourriez-vous nous faire un petit panorama des différents, de la façon dont on peut parler des fake news et des différentes sortes de fake news. Et donc,
la question de Mike. Oui. Très est-il sympa. J'espère qu'ils vont répondre et qu'ils vont fact-checker ça. Et donc, sur l'extrait qui était présent précédemment, il y a tout un petit résumé assez bien fichu des différentes traductions des fake news et des différents types de fausses informations, fausses nouvelles. Et parmi ces types de fausses informations, il y a effectivement l'information satirique, l'information fausse, mais imaginée pour faire rigoler. C'est ça l'intention, je pense, du Gorafi. Est-ce que vous pouvez donc expliquer ce que produit le Gorafi, ce que le Gorafi produit comme information? Disons que, pour en revenir à la satire n'a pas vocation à être drôle. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que parfois vous allez lire un article et vous allez avoir une espèce de gueule de bois qui va vous mettre mal à l'aise, parce que la satire vous renvoie le miroir déformé de la réalité. Donc des fois il y a des articles qui vont être très drôles, et on dit c'est drôle parce que c'est vrai, et des fois vous allez avoir des articles plus grinçants où on va plutôt dire c'est triste parce que c'est vrai. Et ce que la fake news ne peut pas faire, la fake news elle est uniquement dans une direction. La satire, vous pouvez jouer avec les points de vue, avec les tonalités. C'est vraiment, il y a une matière, on peut dire, infinie. Alors, vous avez déjà fait un peu le sondage dans la salle. Est-ce que vous pourriez relever la main ceux qui connaissent donc, ce site, le Gorafi, qui est un site d'information satirique? D'accord. Est-ce que vous êtes client du Gorafi? Vous allez régulièrement lire les dernières news. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce site qui a commencé avant cette émergence de ce phénomène? C'était un accident. C'était un accident. Racontez-nous. Alors, ça a commencé en 2012, durant la campagne présidentielle. Et j'étais sur Twitter et je voyais le compte Twitter du Figaro qui tweetait des informations très pro-Sarkozy dans les faits qu'ils essaient de donner. Et je me rappellerai toujours, il y avait un des tweets, c'était la musique qui accompagnera la campagne électorale de Nicolas Sarkozy sera une production hollywoodienne. En fait, ce qu'il voulait dire en vrai, c'était que Sarkozy, la campagne de Sarkozy avait pris un musicien qui avait travaillé une fois sur un film à Hollywood. Mais ils avaient tourné le truc comme si, pour laisser croire que... Et alors du coup, ça m'avait beaucoup amusé. Et j'ai commencé donc à créer d'abord sur un compte Twitter, et je moquais un peu les informations du Figaro en essayant de faire plus Figaro que Figaro. Ça a duré 2 jours, je me suis vite ennuyé. Et après, je suis parti plus dans ce côté satire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais j'avais jamais eu le déclic, l'opportunité de le faire. Et ça s'est fait comme ça, en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, je ne me suis pas rendu compte sur le coup la chose que j'avais lancée. Et c'est finalement la viralité dont on parlait tout à l'heure qui a fait le succès de l'entreprise. Ça a été très long parce que le premier article très viral, on va dire, sachant que donc, le Gorafi est créé en février 2012, le premier article très viral arrive en juin 2013. C'est le fameux un candidat de Fort Boyard retrouvé 7 ans plus tard dans sa cellule. Voilà. Donc cet article-là a fait 1 million de visites en une journée. Ça a été fantastique, ça a été une catastrophe pour nos stats. Parce qu'après, aller voir un publicitaire pour lui faire acheter de l'espace sur le site, et quand il regardait nos statistiques, il voyait janvier, février, mars, 100 000 visites, et d'un coup, 1 million, et on lui fait, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire 1 million comme chaque mois? Bah oui, vu que c'était un accident, on ne peut pas prévoir que tel article va fonctionner. Mais voilà, il y a eu plusieurs articles très viraux qui ont commencé un peu à forger notre réputation, mais ça a été un travail de très très longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de sites qui veulent aller trop vite et qui se sont arrêtés au bout de 3 semaines.